J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir et merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer. D'abord les titres. L'Angola, l'Afrique du Sud et la RDC s'accordent sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est une des résolutions de la tripartite tenue dans la capitale angolaise. De son côté, la MONUSCO déplore les conditions carcérales dans le Nord Kivu. Elle dit avoir enregistré 101 décès en 2012, une augmentation par rapport aux années antérieures. 18 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée à l'UNICEF par l'ambassade du Japon en vue de contribuer à l'éducation et à la santé des enfants de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. Je le disais dans les sommaires, après l'incertitude de pourparlers de Kampala, Joseph Kabila Kabange, déterminé à restaurer la paix dans la partie est du pays, explore déjà d'autres voies. Il a pris part à la tripartite Angola, Afrique du Sud et RDC pour analyser la situation actuelle. Ils se sont mis d'accord sur la manière pour la mise en œuvre de l'accord cadre. Suivez. Communiqué final. Les présidents de la République d'Angola, son Excellence José Eduardo dos Santos, de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila, et de la République d'Afrique du Sud, son Excellence Jacob Zuma, se sont réunis dans un sommet tripartite le 12 mars 2013 à Luanda, afin d'analyser la situation actuelle en République démocratique du Congo et se sont accordés sur la meilleure manière pour la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la stabilité et la coopération en République démocratique du Congo, signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Le sommet s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux développés au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, visant à stabiliser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à travers l'opérationnalisation de la brigade d'intervention avec la MONUSCO. Le chef d'État réaffirme l'importance de l'accord cadre comme la perspective la plus adéquate pour la résolution pacifique de la crise et du conflit dans l'est de la RDC, tout en sauvegardant sa souveraineté et son intégrité territoriale comme condition indispensable pour le développement économique et social de ce pays, la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et les processus d'intégration régionale. Les présidents de l'Angola et de l'Afrique du Sud ont réitéré leur appui aux efforts menés par le président Kabila et son gouvernement dans leur recherche de la paix, la stabilité et le développement en RDC. Dans ce contexte, le chef d'État décide de créer un mécanisme tripartite de coopération conjointe RDC-Angola, RCA, en vue de créer des conditions favorables pour la mise en œuvre de ce référé accord cadre. Luanda, le 12 mars 2013.
Accord cadre pour la paix en RDC et les pourparlers de Kampala préoccupent le scientifique. Ce mercredi, alors qu'ils étaient invités de notre magazine, les professeurs Bob Kabamba et Philippe Bioya ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur toutes les démarches entreprises pour une paix durable dans notre pays. Je vous propose un extrait de cette émission. Les solutions qui peuvent être prises dans le cadre de ces négociations peuvent avoir un impact sur effectivement le fonctionnement même de l'État en RDC. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Deuxième processus, ça c'est le premier. Deuxième processus, ça concerne la SADC. Réunion à Maputo, au Mozambique, avec des différents représentants de différents pays. Et là aussi, une autre décision est prise, la décision de mettre en place une force, cette force qui doit être déployée, 4000, si je ne me trompe pas, 4000, qui doivent être déployés dans l'est du Congo, avec comme objectif de liquider toutes les forces négatives en RDC. Quand on dit forces négatives, on se réfère bien sûr au rapport du secrétaire général des Nations Unies qui identifie les différentes forces négatives. Et quand on lit ce qui est publié de manière très claire, le 1.23 fait partie des forces négatives. En fait, la matrice principale de tout ce que l'on fait jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est l'accord de Lusaka qui a créé la MONUC, et même s'il y a MONUSCO et tout se fait sur la base. L'accord de Lusaka a défini la crise en RDC comme étant une crise à double dimension interne et externe. À partir du moment où, en fait, on a dédoublé cette crise en RDC et que Lusaka a mis en place un processus de résolution seulement de la dimension interne, il restait en fait la dimension externe sur laquelle on n'avait jamais travaillé et on n'a pas travaillé. Après Brazzaville, où il a échangé avec Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État Joseph Kabila, lorgne vers le Rwanda, où il a fait un aller-retour après une tripartite à laquelle s'est joint le président sud-africain Jacob Zuma. Le président angolais a appelé à une réflexion approfondie afin de garantir l'efficacité des mécanismes prévus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Les détails dans ce commentaire d'Oscar Bakandoa. Le sommet de Luanda qui s'est terminé mardi dans la soirée aura eu l'avantage d'avoir analysé fondamentalement la situation qui prévaut dans l'Est. Le président angolais n'a pas caché son scepticisme quant à l'efficacité des mécanismes prévus dans l'accord cadre de paix et de sécurité signé à Addis Abeba. Face aux enjeux en présence, Luanda et Pretoria veulent s'impliquer davantage dans la crise dans l'Est du pays. Puissance militaire incontestable de l'Afrique centrale, l'Angola a certainement un mot à dire dans la crise dans l'est de la RDC. Mais Luanda se montre réticent dans la mise en œuvre d'une solution qui serait en déphasage avec les enjeux de la sous-région. Si l'implication de l'Angola peut se justifier, l'on se demande quelles peuvent être les raisons qui feraient courir le pays de Mandela. De quel côté se trouvent les intérêts de la RDC dans ce fourmillement qui mobilise la communauté internationale pour un retour rapide de la paix dans l'Est ? Va-t-on assister infiniment à des rencontres internationales alors que la paix en RDC reste toujours précaire, sinon virtuelle, Kampala devenant ainsi de plus en plus incertain, l'on attend ce que va donner l'axe Brazzaville-Luanda-Kinshasa. Les accrochages entre le M23 observés à Rougari dans le Nord Kivu, la situation de droits de l'homme ainsi que les conditions de détention qui restent extrêmement précaires. Ces sujets ont été débattus au cours de la vidéoconférence de la MONUSCO de ce mercredi. Pour les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, 101 décédés ont été enregistrés en 2012. Mariam Boya. La situation au Nord Kivu avec les accrochages récemment observés à Rougari entre les deux factions rivales du M23, celle pro-Sultani Makenga et l'autre pro-Bosco Tanganda, ont profondément modifié l'environnement sécuritaire dans cette province. Félix Prosper Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, explique ces affrontements. La situation à Rougari, nous pouvons dire que c'est le statu quo. Chacun occupe les collines de Rougari et les gens continuer à se tirer dessus pour le contrôle justement de Rougari. Mais toujours est-il que logiquement c'est une offensive lancée par les éléments de Bosco Tanganda et de Makenga pour aller vers le sud, vers Kibumba où le gros des forces a été déployé. Par ailleurs, la situation de droits de l'homme dans les centres de détention en RDC a presque doublé en 2012. Ce qui ressort du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les conclusions du rapport sont très brièvement les suivantes. Entre janvier 2010
et décembre 2012, nous avons documenté 211 décès en détention. Il s'agissait d'une cinquantaine en 2010, une cinquantaine en 2011 et plus de 100 décès en détention en 2012. Les causes principales de ces décès, il s'agit de la surpopulation carcérale, bien sûr, la malnutrition, du manque de soins médicaux, accès aux médicaments, l'insuffisance d'un budget attribué. Quant à l'hélicoptère de l'ONU, disparu le 9 mars dernier, la MONUSCO confirme le décès de 4 membres d'équipage, tous de nationalité russe. Cependant, le mauvais temps ainsi que les difficultés d'accès ont entravé l'opération de sauvetage. Le gouvernement et la Banque mondiale s'engagent à créer des conditions pour favoriser le secteur privé. Le Premier ministre et les représentants de la Banque mondiale ont fait un état des lieux ce mercredi du climat des affaires en RDC. L'objectif est de donner aux Congolais des meilleurs investissements en termes d'infrastructures. Doudou Ndombe pour les détails. Le gouvernement de la RDC et ses partenaires n'ont qu'une seule vision, l'amélioration du climat des affaires. Cette volonté est traduite par cet échange entre le chef du gouvernement et Eustache Ouattara, représentant de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Toute la situation économico-financière est passée au peigne fin, même les sujets les plus sensibles. Il s'agit de créer les conditions pour que le secteur privé se développe. Ce n'est pas seulement pour le secteur privé qui vient de l'étranger, mais pour le secteur privé national. Donc nous sommes venus regarder les conditions dans lesquelles on pouvait travailler avec le gouvernement pour faire en sorte qu'on facilite ce climat des affaires, pour qu'il y ait davantage d'investissements, donc davantage d'emplois, plus de croissance, plus de richesse, pour que les populations tirent bénéfice des immenses ressources de ce pays. À l'initiative du Premier ministre, 2 experts de la Banque mondiale sont associés pour cette fin. Le ministre délégué aux Finances s'est réjoui des indicateurs économiques susceptibles d'améliorer les choses. Par rapport à l'ensemble des indicateurs Doing Business, il a été reconnu que des efforts importants ont été faits, mais les marges de progrès sont encore importantes. Et sur certains indicateurs, des efforts encore plus importants. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, cette volonté du gouvernement, personne n'en doute, d'aller de l'avant, de créer les conditions pour libérer la croissance économique. La Banque mondiale poursuit sa coopération en République démocratique du Congo et les relations entre le pays de Joseph Kabila et cette institution financière internationale sont au beau fixe. 18 millions de dollars américains, c'est le montant alloué par l'ambassade du Japon dans le cadre d'une réponse urgente multisectorielle en faveur des enfants en RDC. Cette contribution sera destinée à la santé et à l'éducation des enfants en République démocratique du Congo. L'enveloppe a été remise ce mercredi à l'UNICEF qui est le partenaire pour la concrétisation de ce projet. Rosa Wazi et Bibi Malobo. Ces poignées de main scellent l'engagement entre l'ambassade du Japon et l'UNICEF d'accompagner la RDC dans l'amélioration des conditions de vie des enfants. À hauteur de 18,3 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée pour la RDC. Cette somme remise entre les mains de l'UNICEF est une preuve de plus de la coopération entre le Japon et la RDC. La contribution d'un tel montant est une preuve que le Japon est un partenaire fidèle de la RDC. Par ailleurs, au lieu de la tenue prochaine de T4-5, la 5e conférence. La représentante de l'UNICEF a pour sa part félicité le gouvernement japonais pour ses gestes en faveur des enfants congolais. Servira à répondre aux besoins des enfants vulnérables et affectés par les crises, notamment ceux victimes des conflits qui se sont intensifiés il y a quelques mois à l'est de la RDC. En effet, cette nouvelle assistance généreuse du peuple japonais bénéficiera aux 11 provinces de la RDC, là où les besoins se présentent, pour les domaines prioritaires. Cette enveloppe constitue le 1/3 de fonds destinés à tous les pays subsahariens et permettra sans doute à trouver des solutions urgentes aux problèmes multisectoriels en faveur des enfants de la RDC.
Maximisation de recettes, les régies financières sont appelées à réaliser 466 milliards de francs congolais pour le mois de mars. Le ministre des Finances et les régies financières se sont réunis ce mercredi pour faire le point sur les contraintes à cet effet. La 10e réunion de suivi des mobilisations de recettes s'est déroulée dans l'enceinte même du ministère des Finances à Gombe, Doudou Ndombe. Pas de répit pour Patrice Kitebi, le ministre délégué aux Finances, voudrait voir toutes les régies financières s'investir dans la mobilisation des recettes. Ensemble, ils considèrent le mois de mars comme un véritable champ fiscal. Le pari pour ce mois est d'atteindre 466 milliards de francs congolais, mais pour y parvenir, plusieurs stratégies sont arrêtées. Nous avons déjà mobilisé un peu plus de 100 milliards de francs congolais. Ceci sans tenir compte des recettes parce qu'il y a des nouvelles modalités, mais ça c'est des choses techniques, je ne vais pas rentrer dedans. Concernant la TVA, qui est orientée directement par la DGI sur le compte TVA remboursable. Et nous avons pris plus de temps aujourd'hui pour encourager, donc d'abord faire le point sur les contraintes et examiner quelles perspectives chaque régie financière offrait dans la perspective d'aller vers cet objectif de maximisation de recettes, c'est-à-dire au moins 466 milliards de francs congolais pour le mois de mars. Tous les efforts consentis par le gouvernement rentrent dans l'objectif des performances. Le ministre rassure de faire un suivi. La RDC a désormais un réseau national des villes et communes de la République démocratique du Congo. C'est l'une des résolutions du forum organisé par l'Association internationale des maires francophones qui s'est clôturée ce mardi au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Thierry Kassongo et Dieu merci Suka. C'est à l'issue des travaux de 2 jours, soit du 11 au 12 mars 2013, que le maire et bourgmestre de 11 provinces de la RDC, aux côtés de leurs collègues venus des 10 pays francophones, ont porté leur choix sur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa afin de conduire les réseaux nationaux de villes et communes de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre à la décentralisation rassure le comité élu quant à la ferme volonté du chef de l'État pour la mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Les participants à l'atelier d'échange d'expériences entre les villes francophones pour la qualité des exposés et les hauts niveaux des débats qui se sont déroulés sur la principale thématique, à savoir décentralisation et gouvernance locale dans les villes francophones pour partager les bonnes pratiques. Les participants à ces assises de Kinshasa saluent l'initiative de l'Association internationale de maires francophones qui tient à la décentralisation des entités. Le nouveau comité élu va se retrouver dans les tout prochains jours à Kinshasa pour peaufiner les stratégies. Les travaux organisés par la Convention des démocrates chrétiens et la Fondation Konrad Adenauer se sont clôturés ce mardi en la salle paroissiale de l'église Sacré-Cœur à Gombe. Les participants à ces assises sont à présent outillés sur le moyen à mettre en place pour implanter, fidéliser et financer un parti politique. Marie-Jeanne Bibomba et Job Mbeke. Climat en première, comment vous avez trouvé le climat? Au terme de 2 jours de travaux, les participants ont compris que la vie d'un parti politique et son financement dépendent de tous les membres. Les enseignements dispensés ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Les séminaristes venus des partis chrétiens promettent d'en faire bon usage. Moi, j'ai dit merci à la Fondation Konrad. J'ai dit merci à cette invitation parce que j'ai appris à comprendre ce que c'est une partie ou bien un parti et qui doit être cadre. Tout ce que nous avons reçu durant ces 2 jours, nous sommes même de nouveau remettre dans le combat pour les prochaines séances électorales. Le président de la Convention des démocrates chrétiens, Gilbert Kiakwama, s'est dit confiant dans la mise en œuvre des matières dispensées. Il appelle les uns et les autres à harmoniser la vision chrétienne du monde en étant exigeant vis-à-vis de soi-même. Je puis dire que je suis parfaitement satisfait de la manière dont les choses se sont passées et je suis confiant que ceux qui sont sortis d'ici, ils savent de quoi ils vont parler demain. Au moins, ils sauront faire la distinction entre la CDC et les autres partis.
Pour le professeur Pamphile Mabiala, coordonnateur national de la fondation Konrad Adenauer, sa fondation a rempli sa mission, quitte aux partis politiques de remplir la leur. Néanmoins, il reste ouverte à tout exercice qui vise à faire de partis politiques des institutions incontournables et pluralistes en République démocratique du Congo. Après le retour du président de leur formation politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social était devant la presse ce mercredi pour faire le point du séjour d'Étienne Tshisekedi en Afrique du Sud. Par la même occasion, elle a fait le bilan des événements survenus le dimanche dernier. C'était au siège de l'UDPS à la 10e rue Limité. Eric Ngamba. 1 heure du temps a suffi au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour brosser en quelques lignes le rapport du voyage du président de son parti politique et exprimer son indignation face à l'événement survenu le dimanche dernier. Contrairement à la rumeur qui circule à travers la République sur l'état de santé du leader Maximo, Bruno Mavungo trouve des mots justes et précis. Étienne Tshisekedi s'est rendu en Afrique du Sud le mercredi 20 février 2013 pour prendre part au colloque organisé par la dite fondation sur le site de Souana à 30 minutes de vol de Johannesburg. Réponse du berger à la bergère, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a par la même occasion saisi l'opportunité de dresser le bilan de l'événement du dimanche dernier lors de l'arrivée de Tshisekedi à Kinshasa. Des milliers de combattants arrêtés et détenus dans différents cachots. Certains seront relâchés les jours suivants, soit le lundi 11 mars, sur intervention conjuguée de la MONUSCO et du parti. 11 combattants tués dont les corps ont été emportés à bord de jeeps militaires pour une destination inconnue. Nous avons déclenché des enquêtes pour savoir où ces corps ont été amenés. N'ayant pas été bénéficiaire de tous les frais payés à la RVA pour accéder aussi bien au tarmac qu'au salon d'honneur VIP, la direction politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social compte entamer une procédure judiciaire contre cette entreprise. Mais dans l'entretemps, elle s'apprête à organiser un meeting populaire. 38 ans après l'affaire de coup d'État monté et manqué sous le régime de Mobutu, dont le sénateur Omba et consort serait innocenté par la Conférence nationale souveraine refait surface. Ce mercredi, la Haute Cour militaire a examiné les recours en révision introduits par le sénateur Omba contre l'arrêt du Conseil général. Cette audience publique a eu lieu ce mercredi à la Haute Cour militaire. Marie-Jeanne Bibomba. 38 ans après sa condamnation à la peine capitale, alors colonel des forces armées zaïroises, le sénateur Omba Pene Djunga, ici devant la cour, clame son innocence. Cette audience intervient après des précédentes visant à prouver l'authenticité du rapport de la commission Assassinat et violation des droits de l'homme du Conseil de la République. Le colonel honoraire Damas Kabala, greffier de l'époque qui a comparu, dit ne pas se souvenir de ces documents. Il y a le primitif à la main ou le greffier audiencier contre-signe. C'est sur base de cela qu'on... Ici, là, la première page, on a signé. Là, je ne peux pas reconnaître mon écriture. Le requérant confiant affirme qu'il aura gain de cause car la Cour doit tirer les conséquences de manque de continuité dans les affaires de l'État. Donc tout ce que vous faites ici, vous considérez que les gens vous suivent. Mais en tout cas pour moi, j'ai travaillé pendant 10 ans. Je vous ai protégé. J'ai fait ce que je pouvais comme soldat. Maintenant c'est fini. Moi je ne dirais que la vérité désormais. C'est la même chose que je dis à la Haute Cour. La Cour fait son devoir. Moi, je fais le mien. C'est à l'issue de la certification de ces pièces justificatives de la requête que la Cour pourra ouvrir le débat sur le fond de cette affaire. L'audience est suspendue.
19 diplômés en droit de l'homme sont déversés sur le marché de l'emploi par le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale. Le directeur de ces centres se réjouit que sa structure est résolument engagée dans la bataille contre les différents types de droits de l'homme en RDC. C'est au cours d'une conférence débat organisée par l'UNIKIN, José Junior Owawa et Eric Ngamba. Pour sa toute première promotion, le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale largue sur le marché de l'emploi 19 spécialistes en droits de l'homme. Le récipiendaire ont eu droit à plusieurs modules qui se sont étendus sur une période de 12 mois. Le professeur Dieudonné Kalindier, directeur de cette structure, a bien des raisons de se réjouir, car cette première promotion constitue la preuve, s'il en est une encore, que cette organisation qui fonctionne au sein de l'Université de Kinshasa est résolument engagée dans la bataille contre les différents types de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Cette première expérience est une preuve qu'avec la volonté du comité de gestion, du bureau facultaire et de la direction du centre, il est possible de continuer et de pérenniser cette formation professionnelle. Les formateurs des droits de l'homme à la base, qui seront utiles pour la prochaine Commission nationale des droits de l'homme, dont nous entendons la promulgation de la loi. Le CRIDAC a rempli sa part des contrats. Ces diplômes de participation que reçoivent les apprenants leur ouvrent la voie dans le domaine des droits de l'homme. Les docteurs Mukwege et Geneviève Inangosi s'engagent pour lutter contre les violences basées sur le genre. La ministre du Genre et son hôte ont échangé sur le partenariat entre son ministère et l'hôpital général des Pandi à Bukavu en matière de lutte contre les violences, notamment dans la prise en charge des victimes. C'était ce mercredi au ministère du Genre à Gombe. On l'écoute au micro de Rose Awazi. C'était une visite de courtoisie. En fait, je suis à Kinshasa, j'ai souhaité la rencontrer pour discuter des questions relatives à la prise en charge des violences sexuelles, spécialement dans le sud Kivu où je travaille. Je pense qu'on a fait un appel au gouvernement parce que je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une coordination. Et cette coordination ne peut se faire que par le gouvernement. Tembo Cash, caricaturiste et bédéiste, a été reçu ce mercredi par le ministre de la Culture et Arts. L'homme est porteur d'une médaille de mérite qu'il a gagnée après avoir présenté ses œuvres lors d'un festival en France. L'artiste a profité de ces échanges pour dédicacer une de ses œuvres aux membres du gouvernement, Rossil Martin Bouyamba et Baby Malobo. Madame. Échantillon de ses œuvres en main, l'artiste caricaturiste et bédéiste Tembo Cash vient rendre compte de son travail au ministre de la Culture, Baudouin Banzamukala Isungu. Grâce à ses publications connues en Afrique et en Europe, l'artiste congolais qui a été fait citoyen d'honneur de la ville de Carguefou en France est porteur d'une médaille de mérite. Et il s'est fait que le Congo a été honoré par cette médaille, puisque la tournée que j'ai effectuée, je le fais avec mes deux casquettes de bédéiste et de caricaturiste. Comme il faut davantage promouvoir ses propres œuvres, Tembo Cash dédicace l'un de ses ouvrages à son ministre de tutelle. Ce dernier semble satisfait selon Tembo Cash de l'honneur dont bénéficie son pays. Il a été très fier de ce que j'ai fait pour le 9e art. Parce qu'il faut noter que le rayonnement de la bande dessinée, même s'il n'est pas très médiatisé, est allé très loin. C'est certes un grand honneur pour le pays. Reste que le 9e art puisse se relever afin que la République démocratique du Congo reprenne sa première place en bande dessinée. Je vous invite à présent à suivre la revue de presse qui porte ce soir la signature de Rose Awazi. C'est encore la situation de l'Est du pays qui est à la une de journaux parus ce mercredi, dont la capitale. D'abord, le potentiel qui renseigne que, Kampala devenant de plus en plus incertain, Kinshasa explore d'autres voies pour sortir du bourbier l'Est du pays.
Ainsi, après Brazzaville, où il est allé voir Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État Joseph Kabila lorgne vers Luanda, où il a fait hier mardi un aller-retour après une tripartite à laquelle s'est joint le président sud-africain Jacob Zuma. Hôte du sommet, le président angolais Eduardo Santos a appelé à une réflexion plus approfondie afin de garantir l'efficacité de mécanismes prévus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. L'observateur, quant à lui, fait savoir que le pacte vise à mettre un terme au cycle de conflits et de violences en RDC provoqués par des groupes armés. Ces conflits ont déjà fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. Africa News, pour sa part, s'est réjoui du fait que les nouvelles sont plutôt bonnes quant à la mise en œuvre effective de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. Autre sujet, concertation nationale, le processus prend la vitesse des croisières après les 15 mars, constate le palmarès. L'heure de choses sérieuses a sonné et le chef de l'État tient à se consacrer au grand dossier de la nation dont la concertation nationale ne saurait aller à ses grands rendez-vous avec une écharde dans la peau. C'est pourquoi le garant de la nation a décidé d'impliquer sa propre personne pour que l'horizon s'éclaircisse à l'Est avant que l'on change des chapitres à Kinshasa. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laing. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.